Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. À midi 3 minutes, on est lundi, le 12 février. On vous dit bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Et pourtant, ton micro est ouvert. Ben oui, on va aller prendre l'autre micro. Voilà. Lui fonctionne très, très bien. On va y aller comme ça ce midi. Ben, bon midi, Jean, on se reprend. Bon midi, Valérie. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Malgré la tempête de neige, il en reste à pelleter, hein? Il en reste à pelleter. Tombé, là? Je le sais pas combien il est tombé de centimètres. Mais ce qui était quand même assez spécial, c'est que ce matin, moi, j'avais absolument rien enlevé sur mon auto. Il y en avait plein enlevés sur la galerie. C'était bien spécial. C'est toujours réparti inégalement, ces tempêtes-là, avec du vent, là. Il y a des entrées qui sont encore restées bien clean, mais toute la neige s'est ramassée à certains endroits. Exactement. Et à ce que je vois, ben là, le soleil puis le temps plus doux fait son œuvre sur la route, là. Ce qu'on voit du boulevard en face, là, ça semble quand même assez bien. Et nous, ce midi, Jean, on a 4 entrevues à présenter. Tu vas, entre autres, nous présenter un reportage que tu es allé faire avec des étudiantes et un étudiant en soins infirmiers au Cégep de Sept-Îles. Très intéressant reportage. On sait comment on en a entendu parler des infirmières au cours des 2 dernières semaines au Québec. Il y a eu cette sortie d'une infirmière de Sherbrooke. Il y a eu des manifestations, dont une ici à Sept-Îles derrière le CLSC de la rue Brochu. Les infirmières affichent vraiment leur épuisement, demandent des améliorations à leurs conditions de travail. Est-ce que ça fait peur aux futures infirmières, celles qui sont en formation au Cégep de Sept-Îles? Il y a quand même 65 infirmières en formation chez nous, là, dont quelques finissantes qui seront sur le marché du travail bientôt. Je n'ai rencontré 5 d'entre elles jeudi dernier. Elles nous parlent de leur passion, parce que ce sont vraiment des passionnés pour leur futur métier d'infirmière, mais bien sûr, les conditions de travail là déplorées par les syndicats les inquiètent un peu. Entrevue qu'on vous propose à midi 15 minutes. C'est sûr que ce midi, Valérie, on aurait aimé parler à Jonathan, notre nouvelle vedette de La Voix. Oui, mais regarde, c'est compliqué avec la voix. Effectivement, c'est toujours compliqué. On l'a vu avec Yvon Pedneau, on a comme plus le droit d'y parler ou de le contacter directement sur Facebook. Faut passer par des intermédiaires. Le temps de l'émission, en tout cas, c'est comme ça. Puis c'est comme ça que ça fonctionnait aussi avec Yvan. Puis souvent, on l'avait jamais vraiment le lendemain là, des performances ou toujours un petit peu plus tard. Et selon moi, on réussit à leur parler, mais ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on va probablement réussir à lui parler cette semaine là, à Jonathan Freeman. Là, mais ça continue à faire jaser. Hein. Oui, cette performance. Là, entre autres, sur notre page Facebook, les gens en reviennent pas encore. Sa performance, mais aussi son parcours de vie, parce que je lisais dans le Journal de Québec là un article où il parle de son enfance. Il a vécu dans plusieurs foyers des familles d'accueil à Sept-Îles. Sa sœur a été victime là de drames importants. C'est un article à lire dans le Journal de Québec. Jonathan de la rue à La Voix. Donc, on va lui parler sans doute cette semaine. Mais ce midi, on a d'autres entrevues intéressantes. On parle entre autres du sommet du G7, Valérie, une des responsables, la directrice des communications du bureau qui organise le sommet du G7, sera avec nous par téléphone en direct. C'est qu'il y a une rencontre avec les chefs Inuits. Il y a une espèce de tournée là pour préparer le G7, savoir un peu qu'est-ce qu'on pense, que devrait défendre notre premier ministre Justin Trudeau devant ses homologues. Le G7, c'est les grands de ce monde quand même, là. Donald Trump qui sera dans Charlevoix, le président de la France, la présidente d'Allemagne. Donc, Alexandra Young est au cœur de l'organisation de ce G7. Il y a des questions de sécurité. On se demande, entre autres, si on va pouvoir circuler sur la route 138, nous autres, pendant cet événement en juin prochain. On aura des réponses à compter de midi 28, midi 30 sur nos ondes. Également, il y avait une conférence de presse ce matin du côté de Bécomo pour toute la Côte-Nord dans le cadre de cette journée sur la persévérance scolaire. En fait, c'est les journées de la persévérance scolaire. Ouais, ça commence aujourd'hui puis ça se poursuit jusqu'au 16. Donc, ça se poursuit jusqu'à vendredi. On fait ça une semaine scolaire pour ces journées-là. Et effectivement, on va parler avec Ginette Côté qui est de Rap Côte-Nord donc pour ces journées-là. En fait, il y a des statistiques qui sont quand même
assez parlante, je te dirais. Souvent, quand on pense décrochage scolaire, on pense parce que les jeunes n'ont pas des bonnes notes, puis ça les décourage, tout ça. C'est pas nécessairement toujours le cas. Il y a bien des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour le décrochage scolaire. Oui, il y a les mauvaises notes, mais il y a parfois des troubles d'apprentissage. Il y a parfois l'intimidation. Beaucoup, ça ressort ça. Quand on se sent pas bien dans un environnement, on a bien beau vouloir aller à l'école, mais quand on se sent pas bien à l'école, ça nous donne pas le goût d'y aller. Il y a parfois de s'ennuyer à l'école aussi. Donc ça, c'est un point aussi, moi, qui me fait me demander, est-ce que les jeunes qui ont peut-être trop de facilité à aller en classe, tu sais, ça les décourage aussi. En tout cas, on aura plein de choses à dire, puis on dit que ça commence très très tôt, hein. La persévérance scolaire, là, faut encourager les jeunes dès l'âge primaire. Donc, on va en jaser avec Ginette Côté, qui est de Rap Côte-Nord. Le rap, c'est la réussite, apprentissage et persévérance, un comité qui cherche finalement à poser des gestes, là, des actions pour raccrocher les jeunes aux études. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, on a aussi à vous offrir la chronique du syndic. La syndic, c'est Louise Gagnon. Elle vient régulièrement donner des conseils financiers à cette île. C'est la chronique de BDO Canada. C'est très intéressant parce qu'on a réalisé un sondage léger pour cette firme BDO Canada à l'approche de la Saint-Valentin. Un sondage tout récent qui nous dit que les madames sont plus préoccupées par la situation financière, là, par l'économie familiale que les messieurs, puis que malheureusement, on se fait souvent des cachettes là, dans le couple, oui, là, sur les montants de nos cartes de crédit, certaines habitudes, même avant le mariage. Donc, la transparence est de mise, nous dira Louise Gagnon à cette chronique du syndic en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Et avant cette série d'entrevues, on vous offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. D'abord, Valérie, il y avait des pannes électriques ce matin. Hein? C'est rétabli dans le secteur Ferland. 2 pannes ont touché 2 secteurs de la ville de Sept-Îles. Du côté du secteur Ferland, c'est jusqu'à 1106 abonnés d'Hydro-Québec qui ont été privés du service à partir de 7h49 ce matin. Là, ça serait revenu partout là depuis 11h15 environ. Il y a des gens qui ont été rebranchés plus rapidement que d'autres. Des employés d'Hydro-Québec tentent aussi de réparer rapidement un bris d'équipement dans le secteur Moisy présentement qui touche 6 abonnés. Le Sétilien Jonathan Freeman a joint l'équipe d'Éric Lapointe à l'émission La Voix 6, diffusée hier soir à TVA. Les 4 coachs se sont tournés lors de sa prestation bouleversante aux premières auditions à l'aveugle. Il s'est démarqué dès les premières notes de son interprétation de Heart Beats Slow d'Angus et Julia Stone. Le jeune artiste de 24 ans de cette île a eu droit à beaucoup d'éloges sincères des 4 vedettes de l'émission, intéressées à le recruter au sein de leur équipe. Lara Fabian a été particulièrement insistante. Garou s'est dit convaincu que le public a le goût d'entendre Jonathan Freeman. Alex Nevsky a qualifié le Sétilien d'artiste rempli de promesses. Et Éric Lapointe était plein d'éloges également envers son nouveau poulain. On pense bien qu'il va aller loin. Hein? C'est Éric Lapointe qui est allé enlever le drap qu'il y avait devant lui. Des fois, on fait des trucs un peu spectaculaires avec des candidats qui ressortent du lot. Je pense que ça indique justement là, que Jonathan est bien parti pour On va le suivre de près. Ouais. On a bien hâte d'y parler à Côte-Nord Attitude, peut-être demain. Également, mentionnons que le souper bénéfice Greffe-toi à nous a connu un bon succès samedi. L'organisme a récolté 35 000 $ grâce à la participation de 250 invités. Ce 5e souper bénéfice de l'organisme Greffe-toi à nous se déroulait au centre des congrès de Sept-Îles sous le thème « Le don d'organes, j'ai ça à cœur ». L'animation par la chanteuse Nathalie Noël et le Maudit Groupe a été appréciée. L'organisme Greffe-toi à nous soutient les personnes de la Côte-Nord en attente d'une greffe ou en suivi post-greffe. Il apporte aussi du soutien aux familles. Des policiers de la Sûreté du Québec ont secouru en fin de journée vendredi 2 étudiants en tourisme d'aventure du cégep de Gaspé en difficulté dans les Monts-Gros au nord de Bécomo. Les déplacements en motoneige étant difficiles, l'équipe de sauvetage de la SQ s'est rendue sur place en hélicoptère. Les 2 jeunes hommes de 20 ans souffraient d'engelures. Ils participaient à un stage qui devait durer 1 mois en forêt sur la Côte-Nord.
Déversement de diesel dans les installations d'ArcelorMittal entre Fermont et Port-Cartier cette fin de semaine. Les spécialistes en environnement de la compagnie minière ont finalement réussi à contenir hier ce déversement de diesel sur la voie ferrée. C'est le bris d'un tuyau d'alimentation d'une génératrice qui a causé le déversement de plus de 16 000 litres au millage 213 entre l'ancienne ville de Gagnon et la mine du Mont-Wright. L'événement est survenu tôt samedi matin. La direction Côte-Nord d'urgence environnement a été rapidement prévenue. Les équipes en environnement d'ArcelorMittal ont eu accès au site seulement en hélicoptère samedi. Par la suite, les opérations ont été entreprises hier de décontamination avec une équipe qui s'est rendue sur place avec l'équipement nécessaire. Du déneigement a été nécessaire avant de pouvoir traverser avec un convoi ferroviaire spécial. Le déversement est concentré autour du bâtiment abritant la génératrice au diesel. Donc, le ministère du Développement durable s'assure avec 2 inspecteurs sur le terrain que les mesures nécessaires sont prises encore aujourd'hui afin d'assurer la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont arrêté la semaine dernière un homme de Bécomo pour leurre informatique. Simon Deveau, 26 ans, a commis une série de méfaits envers des victimes d'âge mineur. Il a contacté via les réseaux sociaux plusieurs victimes sur la Côte-Nord en utilisant un faux profil au nom de Patrick Jean. Simon Deveau a été libéré jeudi avec des conditions. Plusieurs victimes ont été identifiées grâce à la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série coordonnée par la SQ. Le Centre d'information criminelle est à la recherche d'informations sur les agissements de cet homme. Il y a des membres de la CSN qui ont repris l'occupation du bureau du ministre Jean-Yves Duclos ce matin à Québec. La députée fédérale Marilyn Gill, elle aussi revient à la charge concernant le trou noir de l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers. Elle a interpellé tous les députés de l'Est du Canada afin de formuler une requête au ministre responsable du dossier, Jean-Yves Duclos. Certains travailleurs saisonniers ont déjà terminé leurs prestations, déplore Marilyn Gill. La députée de la Côte-Nord rappelle que le ministre Duclos a affirmé à plusieurs reprises travailler à trouver des solutions. Marilyn Gill croit que l'économie de la Côte-Nord et de d'autres régions maritimes du Canada repose en grande partie sur la pêche, le tourisme, la forêt et la transformation des produits marins, tous des secteurs d'activité saisonnières. Elle espère que les députés de l'Est du Canada interviendront d'une voix commune et non partisane auprès du gouvernement Trudeau pour qu'il agisse rapidement. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin d'un fiabiliste, d'un chef de section opérations ferroviaires et réglementation, d'un chef de section opérations cours et quai, d'un planificateur entretien des locomotives et des équipements lourds, d'un planificateur entretien de la voie et des wagons et de 2 superviseurs aux opérations ferroviaires. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Vendredi le 16 février à 20h à la salle Jean-Marc Dion, ne manquez pas la pièce de théâtre Irène sur Mars. Alors que son fils veut la placer dans une résidence pour personnes âgées sans son consentement, Irène débarque pour l'engueuler et lui annoncer qu'elle s'est inscrite à un projet de colonisation sur Mars et qu'elle est finaliste. Donc, Irène organise une soirée d'adieu et elle en profite pour régler ses comptes avec les personnes qu'elle s'apprête à quitter, si jamais elle est retenue. Présenté par Les Voyagements, billetterie au 962-0100. Il y a tellement de raisons de choisir Cogeco. Il y a l'Internet Ultra Fibre 40 illimité, la télé Mon Mix 20 avec l'enregistreur TiVo et la téléphonie pour seulement 99 $ par mois pendant 12 mois. Mais il y a aussi leur technologie innovante, le choix de nos chaînes télé préférées, leur fameux service à la clientèle locale et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Découvrez vos raisons de choisir Cogeco à cogeco.ca/on choisit. Des conditions s'appliquent. Choisissez Cogeco. Passez en mode épatant.
Le VUS hybride électrique rechargeable le plus vendu au monde est enfin arrivé chez Côte-Nord Mitsubishi. L'Outlander PHEV de Mitsubishi combine la polyvalence d'un VUS, l'efficacité éco-énergétique d'un véhicule électrique et la manœuvrabilité du super contrôle intégral. Le seul hybride de sa catégorie, le tout à un prix plus abordable que vous ne le croyez. Obtenez-le à partir de seulement 124,44 plus taxes par semaine, en plus d'obtenir 4 000 $ en remise du gouvernement provincial sur les véhicules électriques. Ne payez rien avant 90 jours, offre sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Visitez Mitsubishi.ca et réservez votre essai routier chez Côte-Nord Mitsubishi, 100 rue Napoléon, 962-6424. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. On entend tellement parler de la profession d'infirmière depuis quelques jours au Québec que j'ai eu le goût d'aller rencontrer des gens qui étudient pour pratiquer ce qui est quand même un très beau métier selon eux, une gang de garçons et filles passionnés qui sont étudiants en soins infirmiers au Cégep de Sept-Îles. J'ai avec moi Amy, Joé, Claudia, Gabrielle et Chana, 3 personnes en première année et 2 finissantes au Cégep en soins infirmiers. Avec tout ce qu'on entend, mesdames, monsieur, d'abord, je vais commencer, par... Amy, qu'est-ce qui t'a motivé, toi? T'as de l'air on parlait là, avant l'entrevue, t'es une infirmière. Le métier te passionne, malgré tout ce qu'on entend dans les médias ces jours-ci, finalement. Oui, certainement. Je pense vraiment qu'être infirmière, c'est ce que je veux faire. Puis c'est comme je disais, il y a des points négatifs, bien entendu. Le temps supplémentaire obligatoire, c'est pas souhaité par personne, je pense, de se faire obliger de rester au travail. Mais il y a tellement de beaux côtés. C'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Puis non, c'est pas quelque chose qui va me décourager d'avancer puis de poursuivre mes études puis de devenir infirmière. Chanda qui est aussi maman, en plus d'être étudiante finissante en soins infirmiers. Ça te fait pas peur pour une maman là de se faire imposer des heures, de pas avoir le contrôle sur son horaire? Je trouve que ce que le syndicat des infirmières demandait, entre autres à Sept-Îles la semaine dernière, là, d'avoir les horaires un petit peu d'avance, dans la vraie vie, c'est comme quelque chose qui devrait être normal presque. C'est sûr que ça peut être pratique d'avoir l'horaire d'avance quand t'es maman, là. Trouver des solutions de rechange quand t'es obligé d'être codé pour un 16 heures, puis qu'on t'avertit à 4h moins 20, c'est sûr que c'est quelque chose qui me fait un peu peur dans la profession, mais on va essayer de travailler pour ça. Faut dire, Gabriel, qu'il y a toutes sortes d'opportunités quand on a le diplôme d'infirmière. Il y a pas juste l'urgence à l'hôpital. Ton métier peut être différent d'un endroit à l'autre. Toi, t'es finissante, ça fait que t'as déjà pratiqué, là, fait des stages à plusieurs endroits comme tel. Ben, c'est ça. Dans notre profession, on fait des stages dans pratiquement tous les départements de l'hôpital de Sept-Îles, comme en maternité pédiatrie, en psychiatrie interne, on fait aussi en médecine chirurgie. C'est sûr que le milieu est différent de chaque endroit, fait que je pense que chaque infirmière peut trouver son contentement dans chaque département. Puis quand t'aimes moins la réalité d'un milieu, ben ce qui est le fun avec la profession d'infirmière, c'est que tu peux changer, tu peux aller ailleurs. Tu peux aller voir si l'herbe est plus verte chez le voisin, comme on dit. Puis il y a pas juste le public aussi, tu sais, il y a le privé, il y a infirmière scolaire, il y a aussi le soutien à domicile dans les dispensaires. Fait que notre profession est tellement vaste que je pense que tu peux aller butiner ailleurs, voir qu'est-ce qui t'intéresse vraiment. Par contre, ça doit pas être si pire que ça sur le terrain, là. En première année, il y en a quand même près de la moitié ici au Cégep là qui démissionnent après la première année en soins infirmiers. Il y a comme un tri qui se fait à quelque part, là, une sélection naturelle qui se fait. Mais les stages que vous faites en première année, la réalité que vous voyez sur le terrain, est-ce que vous êtes surprise en général de ce qu'on constate? On en entend tellement parler qu'on n'est pas vraiment surprise. C'est ça, surtout qu'on a vraiment des bonnes professeurs qui nous préparent, qui nous parlent beaucoup de la réalité. Fait que quand on arrive, c'est sûr que le vivre puis l'entendre, c'est pas la même chose. Mais c'est ça, faut focusser sur d'autres choses. Quand on débute, là, déjà on met beaucoup notre temps dans nos devoirs, puis il y a des choses qui nous fatiguent outre que les stages, puis le fait d'être à l'hôpital. Fait qu'il faut pas fermer les yeux sur le fait que c'est des conditions difficiles, faut le prendre en considération quand on est en soins infirmiers, mais faut partir du bon pied. Un DEC si on veut le finir, puis je pense qu'il faut plus voir les points qui nous encouragent à poursuivre que les conditions dans lesquelles on va être, d'autant plus que ça a le temps de changer, puis on va faire pour aussi. Puis faut dire que la réalité sur le terrain, là, toi ce que tu as entendu, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité aussi, là. Les filles entre elles dans un même département, des infirmières connaissent un petit peu la réalité de leurs camarades, puis s'accommodent là pour que le temps supplémentaire obligatoire soit fait par des gens qui peuvent vraiment le faire. Oui, c'est ça. Ben, à chaque problème, il y a une solution. Fait que, oui, effectivement, il y a rien
il y a un problème, il y a une solution. Joey, tu vas continuer, t'es en première année toi aussi, là. Tout ce qu'on entend sur le métier d'infirmier, infirmière, ça te décourage pas? Non, c'est sûr que pour être infirmier, faut avoir une passion parce que c'est dur, c'est éprouvant comme profession. Tout est là, je pense, hein. Faut être passionné. Même pour un garçon, t'es tout seul de gars, là. J'imagine qu'au département, il y en a pas beaucoup non plus, des gars en soins infirmiers. Est-ce que c'est plus difficile pour toi comme gars? Non, c'est pas plus difficile d'être gars d'être infirmier. C'est sûr que c'est un métier de fille. C'est sûr que faut que tu travailles avec des filles. Mais oui, je suis très bien entouré dans mes classes. Si je peux pas. T'es convaincu que t'as fait le bon choix, toi. C'est le métier que tu vas pratiquer. Tu vas être heureux là-dedans. Oui, j'adore les soins. J'adore avec les personnes. J'ai plus jeune avant de rentrer au cégep, je faisais des travails que je pratiquais des soins, des premiers soins, puis aussi l'interaction avec des gens. Parce que ça m'a vraiment confirmé d'être infirmier puis qu'est-ce que j'aimais. J'ai toujours aimé les hôpitaux, j'ai toujours aimé être en contact avec les gens puis être en contact avec les soins. Amy, il faut dire que, on entend des choses à la télévision. Il y a eu le témoignage de cette infirmière de Sherbrooke, tout ça. Mais sur le terrain, ça doit pas être juste ça, la réalité aussi, là. Il y a des choses intéressantes dans les conditions. Peut-être même à l'extérieur du Québec, quand toi t'as regardé, finalement, peut-être qu'on n'est pas dans la meilleure province pour pratiquer ton métier, quoi. C'est sûr que non. Au Québec, c'est un peu différent d'ailleurs pour plusieurs choses. De commencer par les études qui sont pas nécessairement pareil qu'ailleurs. C'est sûr que les conditions salariales sont peut-être pas pareilles non plus. Pour ce qui est des histoires de temps supplémentaire obligatoire tout ça, je m'avancerai pas. Je sais pas comment ça se passe dans les autres provinces. Mais c'est sûr que c'est des conditions qui, tant qu'à moi, pour donner la chance, déjà pour être infirmière, il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est pas un métier qu'on peut faire pour l'argent. En tout cas, je pense pas qu'on peut être heureux à être infirmière juste pour l'argent. Je pense vraiment qu'il faut avoir la relation d'aide. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Puis, que ce soit au Québec ou dans toute autre province, je pense qu'on devrait respecter aussi que même si on est passionné par ce qu'on fait, on a besoin d'avoir une vie à l'extérieur de ça pour que ça reste sain. On a besoin de faire autre chose aussi. C'est bien beau vouloir être une femme de carrière. J'aurais envie d'avoir autre chose aussi dans ma vie, d'avoir justement du temps pour ma famille puis tout ça. Fait que je pense que ça devrait être respecté, que ce soit au Québec ou ailleurs. On devrait avoir des conditions de travail qui sont raisonnables. C'est ça. En tout cas, au cégep de Sept-Îles, il y a de l'air d'avoir juste ça, là. Je suis entouré de 5, puis j'en ai vu d'autres cet après-midi, puis c'est juste des passionnés que j'ai vus. Gabriel, finalement, faut comprendre que c'est un métier pour gens passionnés, là. Il faut l'avoir dans la peau, le métier d'infirmière ou la dévotion, là, d'être infirmière. Oui, c'est sûr qu'il faut être dévoué à notre profession. Comme Amy disait, tu peux pas être heureuse en tant qu'infirmière si tu le fais juste pour le salaire, là, si tu vas pleurer ta vie, là. Mais je pense pas non plus qu'il faut passer, dans le fond, toute la misère des qualités de travail, des TSO sur le fait de la vocation. Je pense que oui, c'est une passion, c'est du dévouement, mais je pense pas qu'on mérite tout ça, même si on est dévoué à ça, puis que c'est une passion vraiment, là. T'sais. J'ai l'impression qu'il y a deux sortes d'infirmières, deux affaires qui peuvent aller vous chercher, vous passionner. Là, il y a tout l'aspect technique de la profession, puis clic, on fait ce qu'il y a à faire, puis on sait qu'on aide des gens. Puis il y a tout l'aspect humain de la profession, là, la relation d'aide, puis de vouloir aider les autres. C'est ça, il existe deux types de choses pour vous accrocher, quoi? Ben, dans le fond, quand t'es infirmière, on soigne les gens. Soigner, c'est pas juste faire des prises de sang, donner des antibiotiques. C'est pas juste ça, c'est la relation d'aide dans ton psychologique. Comment ça va à la maison? Est-ce qu'on a du soutien? C'est surtout ça. Quand on est en hospitalisation, on essaye d'aller voir comment que la personne est entourée par sa famille, elle a-tu besoin de services à domicile? Elle a-tu besoin d'une préposée qui vient l'aider à faire son ménage? Elle a-tu besoin de services, dans le fond, à l'extérieur? C'est ça, une infirmière, c'est soigner, c'est pas juste donner des pilules, c'est prendre le temps. Puis là, en ce moment, les infirmières, on n'a pas le temps de prendre le temps. C'est ça qui est triste dans la réalité. Chanda, j'ai l'impression que toi, t'es vraiment une infirmière de type passionnée par la relation d'aide. Ça veut dire que pour toi, les meilleures options à Sept-Îles, par exemple, seraient peut-être l'Île des Sables où tu fais déjà quelques heures, plutôt que l'urgence, finalement, là. Oui, personnellement, moi, ce qui m'a attirée dans la profession infirmière, c'est vraiment la relation d'aide, puis justement, avoir le temps de prendre le temps. C'est sûr que dans des stages comme en médecine chirurgie, on a plus de patients, on a plus de charges de travail, fait que c'est difficile de prendre un petit 2 minutes pour s'asseoir, pour justement, comme Gabriel disait, demander comment ça va, faire
faire le tour de ce qui se passe au niveau de la vie de la personne, là, pas juste de sa maladie. Fait que oui, sérieusement, l'ELIM, ça fait quelque temps que je suis préposée là, puis c'est vraiment un département dans le fond, un milieu qui m'attire beaucoup, comme la psychiatrie où j'ai eu des stages à la dernière session, là. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Ben bravo, je suis entouré de 5 futurs infirmiers et infirmières, puis les 5 m'ont de l'air à me dire que c'est pas pour le salaire qu'on fait ça, là, c'est pour la passion. Finalement, c'est pas parce que vous trouviez le ministre Barrette sympathique là que vous êtes inscrit dans cette profession-là, là. Dans ce métier-là, c'est vraiment la passion de servir les gens, d'aider les gens. Oui, exactement. C'est sûr que je pourrais faire un DEP en électricité, ça serait facile, j'aurais mon 8 à 5, j'aurais le même salaire, mais je veux être avec les gens, je veux les aider, puis je veux faire une différence dans leur vie. C'est pour ça qu'on est là, puis c'est ça que je dis, il faut focusser là-dessus. Faut pas être chez nous le soir, faire nos devoirs, puis nous dire qu'on va faire ça pour être dans des conditions de travail qui sont pas bonnes. Il faut se dire qu'on va être avec le monde, qu'on va pouvoir les aider, qu'on va pouvoir à la limite les faire sourire, les faire aller mieux, puis c'est pour ça qu'on est ici dans le fond là. On s'inscrit pas pour être dans des conditions misérables, c'est pas ça qu'on pense là quand on fait notre technique là, vraiment pas là. En conclusion, Amy, on peut se dire que tant mieux s'il en parle dans les médias, s'il y a des gens, des infirmières comme la dame de Sherbrooke qui font des sorties publiques. Peut-être que d'ici à ce que vous soyez sur le marché du travail, ça va s'améliorer au Québec, les conditions des infirmières aussi. Ben, moi, je trouve ça vraiment merveilleux que ça ait sorti. C'est important qu'on en parle, qu'on veut faire bouger les choses, qu'enfin les infirmières soient écoutées, qu'on arrête d'essayer de faire des réformes sans écouter ceux qui sont là, ceux qui sont présents, qui savent comment ça se passe. Je suis vraiment convaincue qu'il va y avoir place au changement, puis c'est comme je disais un peu plus tôt, je pense pas qu'il peut y avoir place à autre chose qu'à l'amélioration. Rendu là, on a besoin de faire bouger les choses. Le système est brisé, il faut trouver une manière de ramener les gens à vouloir être infirmières aussi, de montrer que c'est pas juste ça, des mauvaises conditions de travail. C'est sûr que c'est décourageant pour plein de monde de s'inscrire en se disant que ça a des conditions misérables. Il y a plein d'autres belles choses dans la profession, c'est quelque chose à découvrir, puis je pense que les choses peuvent changer puis vraiment s'améliorer. Joé, mesdames, merci beaucoup. J'ai presque hâte d'être malade, mais je vais attendre quelques années que ça soit vous autres qui êtes rendus dans notre réseau de la santé. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Motoneigiste, êtes-vous prêt pour l'hiver? Ne laissez pas l'hiver vous surprendre. Atelier Laforge vous offre les plus récents modèles et accessoires Skidoo pour vous faire passer un hiver inoubliable. Épargnez jusqu'à 1200 $ plus aucun acompte et aucun paiement pendant 12 mois sur nos modèles 2018 et antérieurs sélectionnés en visitant Atelier Laforge durant la promotion Célébration d'hiver Skidoo jusqu'au 28 février 2018. Passez dès aujourd'hui. Skidoo, la suite, c'est maintenant. Certaines restrictions s'appliquent. L'offre peut varier selon la solvabilité. Contactez votre concessionnaire pour plus de détails. Une prestigieuse soirée dans l'ambiance colorée du Carnaval de Venise vous attend au Cégep de Sept-Îles lors de la 10e édition de la renommée Soirée Casino au profit de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. L'occasion parfaite pour oser porter le masque et vous revêtir de vos vêtements les plus chics et colorés le temps d'une soirée auprès du comité organisateur et de ses 90 bénévoles. Poker, roulette, blackjack, cocktail de bienvenue, service de boucher, encans silencieux et surprises vous y attendent. Les billets sont disponibles dès maintenant auprès de la Fondation au 962-9761, poste 2407. Voyons, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'organiser notre fin de semaine en amoureux comme je t'avais promis. J'ai presque fini de booker sur la boutique attraction. Tout est à 50% de rabais. Un forfait pour l'hôtel, des soupers au resto, des massages, des soins de beauté juste pour toi. J'ai même trouvé 2-3 activités extérieures, mais je te dis pas c'est quoi. Mais c'est parce qu'on part juste une fin de semaine? Ah, je t'ai pas dit. J'ai réussi à négocier avec ton boss. On part une semaine finalement. Quoi? T'as parlé à mon boss? Avec la boutique attraction, il y a de quoi s'emporter. Tout est à 50% de rabais, surtout en tout temps. Dépêchez-vous d'en profiter. Côte-Nord. Attitude. On va parler, Valérie, dans les prochaines minutes du sommet du G7. Ça s'organise à l'avance, bien sûr. Un tel événement, on sait que c'est prévu les 8 et 9 juin au manoir Richelieu de Lamalbaie, quand même, tout près de chez nous, le long de notre route 138. Le G7, c'est les grands de ce monde, hein, les présidents des principaux pays industrialisés. Pour nous en parler, la directrice des communications là, au niveau de l'organisation du sommet du G7, Madame Alexandra Young, du bureau du sommet. Donc, bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre, vous allez bien? Oui, très bien. Il y avait d'ailleurs une rencontre aujourd'hui. Il y a une tournée nationale pour mieux connaître le point de vue de différents groupes et on rencontre des chefs autochtones à Baie-Saint-Paul aujourd'hui.
Oui, en fait, ça c'est notre Sherpa, Monsieur Peter Beam, qui est un Sherpa. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le représentant personnel du Premier ministre Justin Trudeau pour le G7. Et donc, Monsieur Beam est à traverser le Canada en fait pour rencontrer les groupes de la société civile et aujourd'hui est à Baie-Saint-Paul pour rencontrer les 4 Premières Nations de la région de Charlevoix pour vraiment consulter avec ces Premières Nations-là sur c'est quoi quelle emphase devrait être mise là dans les discussions des leaders pendant le sommet. Oui. Est-ce qu'on a un contrôle justement sur les discussions, les sujets, l'agenda du G7? Parce que c'est au Canada, on a un petit peu plus de contrôle des sujets qui seront abordés, quoi? Oui, en fait, comment ça fonctionne, c'est que le pays hôte décide des thèmes qui seront abordés pendant le sommet. C'est certain que c'est des discussions souvent qui suivent les discussions qui ont eu lieu dans les années passées et puis évidemment on prévoit qu'est-ce que les priorités pour les prochaines années. Mais le premier ministre Trudeau a annoncé au mois de décembre que nous, au niveau de la présidence canadienne, les 5 thèmes seraient investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde, se préparer aux emplois de l'avenir, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, en fait, qui est un thème qui va être vraiment transversal, qui va être une priorité pour tous les éléments de la présidence canadienne. Ensuite, le 4e thème, c'est travailler ensemble à l'égard des changements climatiques, des océans et de l'énergie propre et en cinquième priorité, construire un monde plus pacifique et plus sûr pour tous. Donc, c'est vraiment les thèmes qui ont été décidés comme prioritaires là, par le premier ministre. En même temps, dans une délégation, il n'y a pas juste le président de l'État, hein, il y a plein de monde autour, d'autres ministres, des gens importants, le cabinet, l'entourage de Trump et de tous ces grands de ce monde. Il y a aussi bien du lobbying, bien des sujets qui sont pas nécessairement à l'agenda, mais qui pourront faire l'objet de discussions parallèles, comme on dit, j'imagine, hein? Oui, c'est ça. Puis en fait, pourquoi c'est important pour le Sherpa de traverser le Canada puis écouter vraiment les points de vue de chacun, c'est que ces grands thèmes-là, c'est certain qu'il y a beaucoup d'éléments là qui font partie de ces thèmes-là. Donc, le Sherpa veut vraiment comprendre qu'est-ce qui est important pour les Canadiens par rapport à ces thèmes-là. Puis, par rapport à ce que notre Sherpa va entendre, ça peut quand même modifier certaines discussions qui vont avoir lieu là, à travers la présidence canadienne et dans les années à venir. Et le Sherpa, c'est le conseiller privilégié auprès du premier ministre Trudeau pour ces discussions qui s'en viennent au sommet du G7. C'est un privilège quand même hein, pour certains chefs autochtones aujourd'hui. Est-ce qu'on sait de quoi ils parlent? D'environnement, entre autres, quoi? Ils ont plusieurs préoccupations, les Autochtones. Oui, on va voir. En fait, les discussions vont commencer bientôt là, à 13h30 à Baie-Saint-Paul, en fait. Et puis, il va y avoir une autre réunion demain entre le Sherpa et les groupes régionaux autochtones qui va avoir lieu à Québec. Mais en fait, on va voir qu'est-ce qui va se discuter. Je peux pas vraiment prévoir les discussions, mais ce qui est important pour le Sherpa, c'est de savoir vraiment comment en fait les groupes autochtones de la région de Charlevoix là, puissent aussi bénéficier de toutes les retombées économiques importantes, de la visibilité aussi qui vient avec la tenue d'un sommet. Donc c'est vraiment important pour le gouvernement du Canada de s'assurer que les communautés qui reçoivent les délégations des pays du G7 puissent bénéficier de cette visibilité-là à long terme aussi. Et pour Charlevoix, c'est extraordinaire là, comme visibilité, ce qui va se passer. Charlevoix et les régions avoisinantes, peut-être que ça va déteindre jusqu'à sur la côte nord. Québec va en profiter, Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'imagine que les gens de Charlevoix, d'ailleurs, sont heureux et disponibles à vous aider dans l'organisation de tout ça. En fait, je dois dire que les partenariats qu'on a depuis le début avec les différentes organisations dans la communauté de Charlevoix, vraiment, là, on pourrait pas souhaiter mieux. On a une collaboration vraiment exceptionnelle avec tous les partenaires, que ce soit l'association touristique ou la chambre de commerce, le bureau du maire, évidemment, et tous les partenaires, là. En fait, et la population a été extrêmement accommodante. Je pense qu'au début, que c'est normal quand le premier ministre a annoncé, au mois de mai dernier, ça fait déjà quelques temps que le sommet aurait lieu à Charlevoix. Il y avait beaucoup de questions de la population et on s'est assuré d'une présence là au niveau des employés du bureau de gestion des sommets sur le terrain pour vraiment être disponible pour la population. Puis je peux
si je peux me permettre, là, je pense que je peux dire que la population de Charlevoix est rassurée à l'information qu'il leur faut là pour pouvoir vraiment anticiper avec beaucoup de positisme et une belle énergie là, l'arrivée des chefs d'État et de leur délégation. Ça va être sûrement un plus pour l'industrie touristique qui est déjà très florissante dans Charlevoix, en Haute-Côte-Nord, avec l'observation des baleines. Dites-moi, Madame Young, est-ce qu'ils ont un petit peu de temps libre, les grands de ce monde, dans un sommet comme le G7, là, pour venir visiter, je sais pas, moi, les baleines de la Côte-Nord, peut-être? Écoutez, je peux pas prévoir le programme. Évidemment, à ce point-ci, on est quand même à 4 mois encore de l'événement. Je vous dirais que c'est certain que les chefs d'État sont extrêmement occupés. Ils viennent ici pour des discussions très importantes sur les enjeux mondiaux. Ceci étant dit, ils arrivent avec beaucoup de personnes. Et puis, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que la visibilité, en fait, qui vient d'un sommet comme ça, perdure pendant des années. C'est vraiment une visibilité là au niveau de l'industrie touristique, comme vous dites, qui est très importante. Puis je pense qu'il va durer pendant plusieurs années. Ils vont tous en revenir en vacances par après s'ils n'ont pas le temps de visiter pendant le sommet du G7. Toute la logistique, c'est très soigné, très complexe. J'imagine, Madame Young, on est là-dedans, là, dans l'organisation. On va utiliser l'aéroport de Bagotville, l'aéroport de Québec. Probablement qu'on va fermer notre route 138 pour des raisons de sécurité aussi. C'est compliqué, la logistique de tout ça. D'ailleurs, vous n'avez même pas le droit d'en parler. Il y a plein de secrets là-dedans, certains. En fait, la sécurité, c'est la responsabilité de nos partenaires à la Gendarmerie royale du Canada. Donc, c'est vraiment la GRC qui est responsable, qui a le mandat d'assurer la sécurité des chefs d'État et des citoyens, de tout le monde, en fait, en ce qui a trait à un sommet de cette envergure-là. Et la GRC travaille en très étroite collaboration avec un groupe, ils mettent sur pied un groupe qui s'appelle le Groupe intégré de la sécurité. Donc, c'est vraiment avec eux c'est eux qui sont responsables de cet élément-là de la logistique. Mais au niveau des autres éléments logistiques, oui, absolument, c'est très, très, très complexe. En fait, juste au niveau du gouvernement du Canada, là, au niveau fédéral, on est plus d'une vingtaine de ministères fédéraux qui sont impliqués dans l'organisation d'un sommet comme ça, que ce soit Santé Canada, au niveau de la sécurité de la nourriture, par exemple, que ce soit au niveau de la coordination du transport, de tous les éléments logistiques que vous pouvez vous imaginer, de l'hébergement, des opérations des médias, parce qu'on s'attend à plus de 2000 médias qui sur place à Québec pour cet événement-là. Donc tous ces éléments-là, évidemment, requièrent une organisation logistique extrêmement importante, et tout ça est sous la responsabilité là, du bureau de gestion des sommets dont je fais partie. Oui, la GRC, nos amis de la GRC manqueront pas d'ouvrage parce qu'il va y avoir des manifestants. Il y a toujours des manifestants dans les sommets du G7 aussi. On le prévoit sans doute. En terminant, Madame Young, est-ce qu'il y a d'autres rencontres là dans le cadre de la tournée nationale? On va peut-être rencontrer des maires, des élus aussi là pour avant de le sommet du G7? Oui, en fait, le Sherpa s'est vraiment concentré là depuis le début sur l'engagement avec la société civile puis différents groupes d'étudiants. Donc, il a déjà organisé des consultations dans 3 universités canadiennes, dont l'Université Laval, qui est proche de chez vous, et il va continuer là ces consultations-là à travers le pays avec différents groupes de la société civile, différents groupes de jeunes, entre autres. Il va continuer aussi avec ces sessions d'engagement avec les groupes autochtones. Donc, c'est vraiment important pour nous de continuer cette belle collaboration-là, cet engagement-là, à travers la présidence canadienne, d'ailleurs, qui dure jusqu'au 31 décembre, donc qui dure toute l'année calendrier. Faut se rappeler de ça. Il y a aussi des rencontres ministérielles, donc au niveau des ministres responsables des différents thèmes qui vont avoir lieu à travers le pays. Donc, c'est vraiment important que les gens comprennent que il y a le sommet qui est le point culminant, disons, de la présidence, mais il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent à travers l'année de la présidence. Eh bien, Madame Alexandra Young, directrice des communications au bureau du sommet du G7, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. Elle
nous quittent, elles doivent partir. C'est le moment de nous séparer de nos grandes caravanes 2017. Olivier Chrysler Sept-Îles vous offre jusqu'à 12 500 $ de rabais sur ses grandes caravanes 2017. Profitez de cette offre exceptionnelle pour offrir à votre famille le confort et la sécurité. Venez les voir, les essayer et obtenez jusqu'à 12 500 $ de rabais. Passez vite nous voir chez Olivier Chrysler pour les détails. 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Hey, salut Matt. Moi pis les gars du bureau, on vient de réserver un forfait de pêche dans la réserve faunique de Port-Cartier-Cette-Île. On va à grosse truite sur le lac Walker cette année. J'étais allé voir sur leur Facebook, il s'est pris du méchant beau poisson là l'an passé. Pis les paysages sont à couper le souffle. T'embarques-tu? Non, pas cette année. Je suis allé voir sur le site web de la CEPAC puis je suis tombé sur le lac Arthur avec les nouveaux chalets modiques. Ça a l'air que ça mord pas mal là-bas puis en plus, j'emmène les enfants. Ça va être parfait. Ouais, ils fonctionnent à l'énergie solaire puis ça a l'air qu'ils sont tous équipés. Puis en plus, les forfaits sont 30% moins chers. Fait qu'on se reprendra l'année prochaine. Ben, c'est bien parfait. Bonne journée là. Attitude. Ça a commencé aujourd'hui, Jean, les journées de la persévérance scolaire. C'est présenté en fait jusqu'à vendredi. On veut sensibiliser la population au décrochage scolaire justement et à ce qu'on peut faire pour éviter que nos jeunes décrochent. Et pour en parler ce midi, on reçoit la présidente de RAP Côte-Nord, Madame Ginette Côté. Bon midi, Madame Côté. Merci, bonjour à vous. Le RAP Côte-Nord, bon, tout d'abord, c'est une instance régionale de concertation de la réussite éducative, de la persévérance scolaire également. Vous étiez en conférence de presse cet avant-midi du côté de Bécomo avec plusieurs acteurs là qui peuvent avoir une influence dans le domaine de l'éducation. Mais je pense que ce qu'on peut dire en commençant, c'est que tout le monde peut avoir son influence pour ce qui est du décrochage scolaire. Oui, effectivement. Dans le sondage, d'ailleurs, ce qui ressort en forte majorité, ce que les jeunes 18-34 ans qui ont été sondés, ils révèlent, c'est que c'est la responsabilité de la collectivité. Et quand ils nomment ça, ils pensent aux commissions scolaires, d'accord, dans un premier temps, mais également les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires, le réseau de la santé. Alors, ils énumèrent toutes les personnes, les employeurs, et également les médias, la petite enfance. Alors, pour ces jeunes-là qui ont été sondés, ce sont tous des personnes qui peuvent avoir une influence et jouer un rôle très important dans la persévérance scolaire. D'ailleurs, ce matin, en fait, cet avant-midi, avec vous, à la conférence de presse, il y avait le maire de Bécomo, là, M. Yves Montigny, qui parlait justement de l'importance d'aider nos jeunes à poursuivre dans leurs études pour le bien des communautés. Et quand on y pense, c'est bien logique, là. Oui, parce que ce qu'on pense, entre autres, un réseau de bibliothèques dans les municipalités, c'est ce que M. Montigny faisait référence. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en partenariat avec la commission scolaire, qui sont organisées par la bibliothèque Alice Lane ici à Bécomo. Alors, où tous nos élèves du primaire des écoles ont été reçus puis ont fait une visite. Ils ont même pris une carte de membre de la bibliothèque. Il y a des activités qui se font avec les parents également. Alors, pour une municipalité, c'est de pouvoir en place d'avoir des infrastructures qui peuvent amener les jeunes à être bien dans le fond puis à persévérer à l'école. Là, je vous parle de la bibliothèque, mais je vous parle également du centre de théâtre qu'on a, le théâtre de Bécomo. Il peut y avoir de la culture qu'on peut développer chez nos jeunes, qu'on pense au sport. Alors, ça aussi, des activités sportives, c'est qui fait, on dit, un esprit sain dans un corps sain. Alors, ça aussi, ça a des impacts là, pour aider sur la persévérance. Parce que c'est inquiétant, la situation, Madame Côté. Je vois le sondage national qui nous dit que 29% des jeunes, c'est près du tiers, des jeunes sont vulnérables au décrochage à l'âge de 12, 13 ans, là, 14 ans. Sur la Côte-Nord, c'est aussi important comme proportion aussi? Je vous dirais que dans nos mesures, moi j'ai mes données de sortie, on a nos sorties, nous, au niveau de la persévérance scolaire, de la sortie avec diplôme pour nos jeunes. Alors, on est vraiment en progression sur notre taux diminue de décrochage scolaire. Je vais l'expliquer comme ça. Notre taux est en diminution. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec nos jeunes. On met des passerelles en place pour vraiment faciliter que les jeunes demeurent à l'école. C'est qu'on fait tout. Ce qui est inquiétant dans le sondage, que ça révèle que les jeunes pensent à décrocher, 13-14 ans. Il y a également un 7%, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais le 7%, ça représente environ 4% des jeunes, déjà le primaire, qui pensent à décrocher, puis 3% de ces jeunes-là, avant d'avoir atteint 9 ans, pensent à décrocher. Alors ça, c'est quelque chose qui nous donne, je pense que c'est pas élevé, mais ça vient nous dire, il faut intervenir dès la petite enfance, dès le début. La famille est un élément très, très important pour ces jeunes-là.
à la maison. Alors oui, il faut travailler là-dessus. Moi, je vous dirais que sur la région Côte-Nord, l'avantage que l'on peut avoir, c'est qu'on est en région, effectivement. On est des petits milieux, on a dans le fond, la chance de connaître les familles, de connaître nos partenaires, de les sensibiliser, de les mobiliser autour de la réussite des jeunes. Alors, oui, quand on regarde le sondage, les chiffres sont inquiétants, mais je me dis, en Côte-Nord, on travaille déjà depuis plusieurs années pour mettre des efforts. Les résultats sont là. Alors, il faut continuer, on peut pas arrêter là comme ça, il faut continuer à travailler avec nos jeunes. Une des statistiques, moi, qui m'a frappée dans le sondage national aussi, c'est le 75% qui disent qu'ils s'ennuyaient à l'école, qui trouvaient ça plate finalement. Donc, dans le fond, ça révèle qu'il faut donner un environnement de vie amusant puis stimulant pour ces jeunes-là aussi, pour qu'ils aient envie d'y aller à l'école. Hein? Effectivement. Alors, je reviens encore en vous disant que l'avantage que l'on a dans les petits milieux. Alors, on peut travailler avec nos jeunes. Je vous dirais même rendu au secondaire et au niveau de professionnel, on peut travailler individuellement avec nos jeunes. Pardon. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les jeunes peuvent être encouragés aussi. Et les activités, quand on s'ennuie, quand je vous parlais tantôt de passerelle, et ce matin, on avait avec nous un jeune qui a eu de la difficulté avec son secondaire. Il est en train de finir sa dernière matière. Il est âgé de 23 ans. Il est toujours à l'école. Il est allé chercher 2 DEP. Alors, ce que ce jeune-là nous disait comme message, c'est qu'il y avait de la difficulté. Il s'ennuyait à l'école. Les matières de base, pour lui, là, la théorie, ça fonctionnait pas. C'est un jeune qui est plus manuel. Alors, ce qu'on fait, avec les passerelles que je vous mentionnais, dès le secondaire 3, ce jeune-là était dirigé vers un diplôme d'éducation professionnelle, de formation professionnelle, pardon. Alors, ce jeune-là, il a fait 2 DEP, tout en poursuivant ses démarches pour atteindre son diplôme d'études secondaires. Il est rendu à 23 ans, il n'a pas abandonné l'école encore, il est persévérant. Alors, c'est ça qu'il faut faire. C'est dès qu'un jeune consent, et c'est pas juste l'école qui peut faire ça. La famille a un rôle à jouer aussi. Oui. Parce qu'on se rend compte que le jeune s'ennuie à l'école, qu'il trouve pas son compte, on est capable de le rencontrer, de regarder avec lui, puis de faire en sorte de lui rendre ça intéressant. Ça peut être par le sport, ce qu'on disait tantôt, par le parascolaire, ça peut être par le sport, par la culture, par les sciences, peu importe, mais on met en place des moyens pour que ces jeunes-là soient heureux à l'école, qu'ils aient le goût de venir à l'école. Parce que ça passe pas juste non plus par les mauvaises notes, là. Tu sais, des fois, on se dit, bon, décrochage scolaire, ça égale automatiquement des gens qui avaient de la difficulté à l'école, mais c'est pas parce que le jeune a des bonnes notes. Des fois, les parents, s'en soucient peut-être moins, il y aura pas de problème, tout est beau, les notes sont bonnes, mais ça veut pas dire qu'ils aiment ça aller à l'école pour autant, là. Non, pas du tout. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ou amener un jeune à décrocher. Il peut y avoir des situations familiales, il peut y avoir un jeune qui travaille très bien, mais qu'à un moment donné, il veut plus s'ennuyer ou qu'il ne trouve pas son compte. Il y a différents facteurs qui peuvent jouer sur la réussite de la persévérance scolaire. Oui, il y a l'appartenance qui est souvent aidant aussi, hein, sentir appartenir à un groupe, à une école, à une gang, là, une équipe sportive, par exemple. Ça aide toujours. Madame Côté, en terminant, est-ce qu'on a les moyens, là, je pense ici à notre commission scolaire du Fer, on a entendu parler d'austérité pendant 3 ans dans le milieu de l'éducation, comme ailleurs au gouvernement du Québec. C'est souvent l'argent, le nerf de la guerre, là, pour raccrocher nos jeunes comme pour d'autres choses. Est-ce qu'on a des moyens pour agir, entre autres, dans le cadre des journées de la persévérance? Bien, je vous dirais, je ne sais pas si vous avez eu connaissance, mais ce matin, le ministre, M. Proulx, était dans une école de Montréal pour l'ouverture, justement, le lancement des journées de la persévérance. Et il a annoncé un investissement supplémentaire pour les instances régionales de concertation. Alors, il y a un 4 millions additionnels qui a été mis sur les 3 millions déjà qu'on en avait. Et il y a les ajouts qui ont été faits au niveau, c'est tout près d'un 6 millions que l'on a en total pour la lecture. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles. On a un montant de 13 millions qui a été injecté par notre gouvernement. C'est bon pour ça, les années électorales, hein? C'est bon pour ça? C'est ce que je partais pour vous dire. Ce qu'on espère, c'est que ce soit récurrent, parce qu'on on est très conscient qu'on est dans une année électorale. Mais on va en profiter, puis on va tenter d'investir ces sous-là qu'on va avoir en région, de les investir justement pour qu'il y ait une récurrence et que ça continue ce qu'on va mettre en place pour favoriser la réussite des jeunes. Donc, restons vigilants puis sentons-nous tous responsables de cette jeunesse qui vont devenir les adultes de demain. Madame Ginette Côté, présidente de Rap Côte-Nord, merci beaucoup pour votre temps ce midi. Ça m'a fait plaisir. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.
Au restaurant L'Oriental du Nord, on célèbre la Saint-Valentin avec vous jusqu'au 18 février, avec un spécial table d'hôte juste pour vous. Vous qui pensez qu'il n'est jamais trop tard pour démontrer votre amour, venez déguster notre succulente table d'hôte en salle à manger jusqu'au 18 février. Nous avons aussi un menu à la carte des plus variés, que ce soit en salle à manger ou pour livraison. La Saint-Valentin jusqu'au 18 février, c'est seulement à L'Oriental du Nord et c'est juste pour vous. Réservation au 88 968 60 80. Les vedettes vous fascinent. Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Salut, c'est Marie-France Poulain. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi en fin de journée pour un résumé complet de l'actualité artistique. Vous serez les premiers informés des toutes dernières nouvelles de mondedesstars.com qui regroupe le showbiz, la musique, le cinéma et l'univers des arts et spectacles. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1, une présentation de la clinique dentaire Ouellette et Duret du 128 Regnault. Ne passez plus de temps à vous soucier de vos dettes. Reprenez le contrôle de vos finances grâce à l'aide de nos experts. BDO Canada Limité. Contactez-les au 1-800-463-0645. À l'approche de la Saint-Valentin, on va parler d'un sondage sur les habitudes financières souvent différentes entre les hommes et les femmes dans un couple. Il y a un sondage donc qui a été réalisé récemment pour le compte de BDO Canada et la vice-présidente est avec nous, Louise Gagnon, qui est basée à Rimouski, mais qui vient nous voir assez souvent à cette île pour offrir des services aux gens ici. Madame Gagnon, bonjour. Bonjour. On peut rappeler que vous êtes syndic. Maintenant, on appelle ça, avant ça, on appelait ça un syndic en matière de faillite. Maintenant, c'est syndic autorisé en insolvabilité. C'est quand même une profession qu'on connaît bien, mais qui n'a pas toujours bonne presse, comme on dit. Là. Non, je le sais. On essaie de faire changer les choses tranquillement. On va en parler du rôle du syndic en fin d'entrevue, Madame Gagnon. Mais d'abord, ce sondage-là, il y a un sondage qui a été réalisé pour votre firme, tout récent d'ailleurs, hein, en janvier, un petit peu avec l'objectif de la Saint-Valentin, justement. Mais on constate que les préoccupations dans le couple, c'est pas les mêmes pour l'homme et la femme, hein? Non, c'est ça. En fait, on voit que les femmes sont plus susceptibles peut-être de parler de leurs finances, alors que les hommes vont garder ça un peu plus pour eux. Et ce qu'on remarque, surtout ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit, il y a 53% des couples qui disent que leur conjoint est au courant de toute leur situation financière. Par contre, la presque majorité des couples, donc 47%, cachent quelque chose à leur conjoint. Donc, n'ont pas nécessairement divulgué à leur conjoint toutes leurs cartes de crédit, toutes leurs habitudes de consommation, etc. Et on voit au Canada, il y a quand même 36% des couples qui disent ne jamais ou rarement parler de leur situation financière à leur conjoint. Et on s'aperçoit qu'au Québec, c'est encore pire parce que le pourcentage à ce moment-là est de 48% des gens qui ne parlent jamais ou rarement de leur situation. Hey, c'est pas nécessairement sain, ça, faire des cachotteries à son conjoint, cacher des dépenses, cacher les montants de crédit qu'on a sur ses cartes. Finalement, ça peut amener à détériorer notre relation de couple, finalement. Oui, on sait que une des majeures causes de divorce au Canada, ce sont les problèmes financiers. Et imaginez lorsqu'on n'en parle pas ou lorsqu'on cache des choses à son conjoint. Donc, c'est souvent la cause de divorce. Oui, donc c'est là où le but de tout ça, c'est de dire, écoutez, il faut communiquer avec votre conjoint, il faut discuter de votre situation financière, ne rien cacher. Soyez transparent, soyez honnête, communiquez ensemble. Ça ne peut être que bénéfique pour votre couple. Ouais, ça, c'est d'autant pour les gars que pour les filles. Finalement, les femmes semblent plus inquiets pour l'économie familiale que les gars. Oui, les femmes ont peut-être tendance à économiser davantage pour la retraite, à planifier un peu plus leur budget, les fonds d'urgence, etc., alors que les hommes considèrent peut-être ça un peu moins important ou vont déléguer ça dans la cour de leur conjointe souvent. Alors, je pensais que c'était l'inverse, moi, que c'était les madames qui magasinaient plus que les messieurs. Il y a des mythes qui sont déconstruits par votre sondage. Oui. Avant le mariage aussi, c'est bien important, peut-être de faire le point. C'est peut-être là, justement, avant de s'installer ensemble, qu'il faut, justement, peut-être partager des choses. Oui, on voit que les mentalités changent quand même avec le temps, parce qu'on voit que les baby-boomers, peut-être, avaient plus de difficultés à parler de ce sujet-là, alors qu'on voit que les milléniaux vont en parler beaucoup plus tôt dans le début de leur relation. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine amélioration où les gens commencent à en discuter un peu plus. Oui, ça peut être une source pour renforcer le couple aussi. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'admiration quand la personne a une bonne performance pour contrôler son crédit, par exemple. L'autre personne dans le couple apprécie, admire
même. Oui, et ce qu'on peut dire peut-être, bon, on sait que la Saint-Valentin s'en vient, la majorité des couples vont prévoir un petit souper de Saint-Valentin avec leur amoureux, amoureuse, mais pourquoi ne pas instaurer peut-être une nouvelle routine dans le couple en disant, ben écoutez, une fois par mois, on va se faire un petit souper ou une petite soirée où on va discuter de nos finances, où on va gérer notre budget, où on va regarder nos habitudes de consommation, etc. Donc, je comprends que c'est peut-être moins romantique qu'un souper au restaurant, mais ça ne peut qu'aider votre couple. Là. De se donner des objectifs conjoints, de travailler, de planifier ses finances ensemble, c'est possible aussi, puis c'est bénéfique souvent, hein? Oui, c'est ça. Et souvent, les gens vont avoir tendance à dire, je paye le minimum sur ma carte de crédit tous les mois, c'est correct, je vais bien. Mais il faut passer par-dessus ça et il faut payer nos cartes de crédit au complet à tous les mois. Parce que lorsqu'on arrive dans une roue où on voit qu'on paye seulement le minimum, on va étirer notre paiement sur des années avec des taux d'intérêt épouvantables souvent. Et c'est là qu'on voit pas la lumière au bout du tunnel. Il faut éviter justement peut-être de jouer à l'autruche, hein, se placer la tête dans le sable, là. C'est d'ailleurs souvent, peut-être trop souvent, ce qui arrive d'un couple. Hein. Plus on est endetté, plus on veut cacher ça à l'autre. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et c'est là qu'on dit, écoutez, il faut communiquer, il faut en discuter et ayez pas peur d'avoir recours à un syndic autorisant l'insolvabilité. On en a vu d'autres et on va regarder votre situation avec vous de façon transparente. On va vous offrir toutes les alternatives qui existent. Donc, les gens ont tendance à croire que lorsqu'on rencontre un syndic, on va nécessairement signer une faillite, ce qui n'est pas le cas. Donc, quand on vous rencontre, on va regarder avec vous, est-ce qu'il y a possibilité de consolider vos dettes dans un petit prêt personnel où le taux d'intérêt serait beaucoup moins élevé? Est-ce qu'il y a moyen de réhypothéquer peut-être notre résidence principale pour éviter d'avoir à payer autant d'intérêts sur les cartes de crédit? Est-ce qu'on peut aller vers une entente avec les créanciers, déposer une proposition de consommateur? Et dans certains cas, la faillite va être la seule option et la meilleure, mais dans bien des cas, on peut l'éviter et on peut vous suggérer autre chose. C'est très important ce que vous dites là, Mme Gagnon. La faillite personnelle, c'est vraiment le dernier recours, là. Il y a plein de choses qu'on peut faire avant. Donc, rencontrer un syndic, hein, on vous a souvent associé à celui qui vient saisir nos affaires à la maison, là. Faut peut-être justement vous rencontrer plus tôt pour trouver des solutions avec un syndic. Ça aussi, ça fait partie de votre job. Oui, on entend souvent les gens nous dire, écoute, avoir su, j'aurais dû aller vous voir il y a 1 an, j'aurais dû venir vous rencontrer il y a 6 mois ou avant de perdre ou d'être rendu à une saisie de salaire ou etc. Donc, plus tôt les gens viennent nous voir, mieux c'est. Et la consultation est toujours gratuite. Donc, on vous rencontre, on va passer 1 heure avec vous, on va évaluer votre situation. Ah, et c'est ça bien. et ça ne vous coûte rien. Bon, le mauvais réflexe, c'était justement de se dire, regarde, on est rendu au bout de notre situation financière, on ira pas se payer un conseiller en plus, là, mais c'est gratuit. C'est gratuit. N'hésitez pas à venir nous consulter, ça va nous faire plaisir. Moi, je suis à cette île de façon très régulière avec mes conseillères aussi. On va vous rencontrer, on va prendre le temps de regarder votre situation et on va vous apporter des solutions là, à vos problèmes. Bon, votre bureau est assez facile à trouver. C'est BDO Canada, ça s'appelle comme ça. Vous êtes basé à Rimouski. On vous appelle à Rimouski, mais on peut avoir un rendez-vous à cette île, même assez rapidement. Oui, à toutes les 2 ou 3 semaines maximum, on est à cette île et on vous rencontre, on sédule le rendez-vous et on va pouvoir vous aider. Et vous pouvez trouver beaucoup d'informations aussi sur notre site Internet qui est bdosolutiondette.ca. Donc, il y a plein de petits outils pour vous aider à gérer votre budget, à calculer la période de temps que vous avez besoin pour payer vos cartes de crédit, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils sur notre site Internet, beaucoup d'informations. Donc, vous pouvez aller le consulter facilement. Et quand on est en couple, c'est justement une occasion de le faire en couple, de reconstruire ses finances, de partager. Avec le syndic, on n'a pas le choix. On met carte sur table, finalement. Ça fait que là, tout le monde est au courant, puis on s'enligne vers une solution. C'est en plein ça. Tout le monde a le meilleur intérêt pour vous. Eh bien, Mme Louise Gagnon, syndic autorisée en insolvabilité, vice-présidente chez BDO Canada. Un gros merci pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Une bonne journée. Ne passez plus de temps à vous soucier de vos dettes. Reprenez le contrôle de vos finances grâce à l'aide de nos experts. BDO Canada Limité. Contactez-les au 1-800-463-0645. À 13h pile, c'est ce qui complète cette édition de Côte-Nord Attitude. Jean, on va espérer avoir des nouvelles des gens là de TVA, entre autres, là, pour pouvoir parler peut-être demain à Jonathan qui participe à la voix cette année. En tout cas, on va le suivre de près. On espère bien qu'il sera notre invité demain à Côte-Nord Attitude. Jonathan Freeman qui a donné toute qu'une performance. Il fait maintenant partie de l'équipe d'Éric Lapointe, la voix 6. Ouais, effectivement, on va surveiller ça. Sinon, même s'il n'est pas là, on va tenter de lui parler cette semaine, mais il y aura tout de même une émission de Côte-Nord Attitude.
d'habitude. Demain, tu seras avec Tommy. Nous, on veut vous dire merci d'avoir été là et passer un très, très bel après-midi sur nos ondes. Bye bye. Bonne journée.